Bonjour à tous. Dans le cadre du programme de première en histoire, je vais vous faire un exposé sur l'unité italienne, aussi appelée le Risorgimento, qui dure de 1848 à 1871. Tout d'abord le plan. Donc comment l'Italie s'est-elle unifiée dans un contexte d'effervescence géopolitique? Dans une première grande partie, nous verrons le contexte de l'unification, puis dans une seconde grande partie, les guerres d'unification révolutionnaire. Une fragmentation géographique. En effet, l'Italie, en 1848, est totalement fragmentée et séparée en 7 États différents, indépendants entre eux, qui possèdent chacun leur législation, leur langue et leurs dirigeants. On compte parmi eux le royaume de Sardaigne, le royaume de Lombardie-Vénétie, le duché de Parme, le duché de Modène et Reggio, le grand-duché de Toscane ainsi que les États pontificaux et le royaume des deux Siciles, comme vous pouvez le voir sur la carte exposée. L'occupation napoléonienne qui dure de 1805 à 1814. L'annexion française transforme l'Italie en royaume d'Italie. Ce dernier devenant un État préunitaire italien créé par Napoléon Ier, qui comprend l'Italie centre-orientale et une partie de l'Italie du Nord, avec pour capitale Milan. Ainsi, le 17 mars 1805, Napoléon est nommé roi d'Italie, et le royaume d'Italie devient un État satellite de l'Empire napoléonien. De plus, son fils Eugène de Beauharnais acquiert le rôle de vice-roi d'Italie, roi de Rome, le 7 juillet 1805 à Rome. Napoléon réorganise ainsi le territoire italien et ravive une ambition de faire de l'Italie un État-nation. Identité nationale. En effet, l'identité nationale est ravivée, malgré le fait que certaines régions ne possèdent pas la même langue. C'est par exemple le cas du napolitain et du vénitien, qui sont des dialectes dits méridionaux, mais qui tout de même restent très proches du fait de leur origine romane. Ces peuples se reconnaissent une identité commune, notamment à travers l'héritage culturel de l'Empire romain. Et de plus, les Italiens qui ont le souvenir de l'occupation française lors de la campagne d'Italie, premièrement en 1796, puis de la campagne de Napoléon Bonaparte en 1800, aspirent également à retrouver une unité. De plus, le contexte révolutionnaire qui s'amplifie en Europe pousse les unificateurs, que l'on appellera les Carbonari, à se révolter et à prendre les armes. Alors qu'est-ce que le carbonarisme? Le carbonarisme, pour l'Italie, est un mouvement secret à forte connotation politique, présent en Italie au début et au milieu du XIXe siècle. Il a notamment contribué au processus de l'unification de l'Italie. Le mot tirerait sa source du fait que pour échapper aux poursuites de leurs adversaires, les militants se réunissaient au milieu des bois et s'assemblaient dans des cabanes de bûcherons et de charbonniers. Carbonari étant la traduction de charbonnier. Alors la première phase du Risorgimento, qui dure de 1848 à 1909. Le lancement de cette première guerre d'indépendance est à l'initiative de Charles Albert, roi de l'État Piémont-Sardaigne. Après avoir œuvré au développement de son royaume et sur le plan industriel et économique, et avoir choisi les 3 couleurs du drapeau italien, quand même. Il s'engage vers la voie de la réunification des États en lançant l'attaque envers les autres royaumes. Giuseppe Garibaldi et Giuseppe Mazzini rentrent en Italie pour participer à la révolte. Après quelques victoires, dont celle de Goito et Peschiera del Garda, le pape rappelle ses troupes, suivies d'autres États. La guerre reprend en 1849 et l'armée sarde est défaite lors de la bataille de Novare, ce qui contraint Charles Albert de Sardaigne à un nouvel armistice. Il abdique ensuite en faveur de son fils, Victor Emmanuel II, de Savoie. Même la ville de Venise, qui est sous le commandement de Daniele Manin, s'est rebellée contre l'Autriche en 1848 par la proclamation de son indépendance. Elle doit finalement se rendre après une longue résistance, épuisée par le siège autrichien, la faim et une épidémie de choléra.
Ainsi prend fin la première guerre d'indépendance. Alors, quelques personnalités importantes quand même qui ont été évoquées. Donc, Garibaldi est un général, homme politique et patriote italien. Mazzini est un révolutionnaire, et Victor Emmanuel II est duc de Savoie, roi du Piémont-Sardaigne, prince de Piémont et comte de Nice, de 1849 à 1861. Ils sont considérés avec Cavour comme les pères de la patrie. Alors, petite ouverture sur Verdi, il faut savoir que Victor Emmanuel II, duc de Savoie, grâce à Cavour, était l'idole du peuple italien et est devenu l'objet de la réunification. C'est-à-dire qu'il fallait tout faire pour mettre Victor Emmanuel II, duc de Savoie, sur le trône de l'Italie réunifiée. Et donc, à partir de 1849, le nom du compositeur Giuseppe Verdi devient malgré lui un signe de ralliement chez les patriotes italiens. On pouvait lire sur les murs le graffiti Viva Verdi. Viva Verdi signifie en réalité Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia. Vive Victor Emmanuel, roi d'Italie. Verdi était effectivement un patriote italien, mais il avait initialement des idées républicaines et ne participait pas publiquement à la vie politique. De ce fait, l'expression Viva Verdi avait ainsi une double signification permettant aux activistes de passer outre le contrôle politique autrichien ou pontifical. C'était vraiment devenu le slogan de l'unification. Alors, Napoléon III. Suite à l'abdication de Napoléon Ier en 1814, puis sa défaite en 1815, le royaume d'Italie est défait. La défaite française ramène donc en Italie les anciens souverains. L'Italie est à nouveau fragmentée. L'Autriche, suite au congrès de Vienne, s'empare d'une partie de l'Italie du Nord, comme vous pouvez le voir sur la carte ci-contre. Suite à cela, Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, ex-Carbonaro, c'est important de le préciser, promet d'aider à l'unification de l'Italie, je cite, des Alpes à l'Adriatique, s'il se fait élire président de la Deuxième République française. Élu en 1848, puis empereur des Français en 1852, Napoléon III possède désormais assez de moyens pour tenir sa promesse. Mais malheureusement pour les Italiens, il n'est plus tellement du même avis, car cela va à l'encontre de ses intérêts. En effet, Napoléon III cherche à obtenir le soutien de son peuple après son coup d'État. D'ailleurs, il fait un plébiscite intitulé « Le peuple français veut le maintien de l'autorité de Louis-Napoléon Bonaparte et lui délègue les pouvoirs nécessaires pour établir une constitution sur les bases proposées dans sa proclamation du 2 décembre 1851. » C'est un peu long. Le recours au plébiscite permet à l'empereur d'établir un lien direct avec le peuple. Mais l'empire de Napoléon III se fonde également sur les vestiges de celui de son oncle, Napoléon Ier. Et cela ne rassure pas forcément le peuple, parce qu'avec Napoléon Ier, l'empire était toujours en guerre. D'où le slogan de Napoléon III, l'empire, c'est la paix. Il voulait absolument que la population le rejoigne, d'où ce slogan, et d'où le plébiscite. Or, entrer en guerre avec les Autrichiens pour libérer l'Italie allait à l'encontre de son programme. Alors, les révolutionnaires italiens, fous de rage, organisent l'attentat d'Orsini devant la façade de l'Opéra le 14 janvier 1858. Attentat mené par le révolutionnaire italien Félix Orsini à l'encontre de Napoléon III. Suite à cela, Napoléon III, terrorisé, décide d'aider les Italiens dans l'unification. La campagne d'Italie de 1859 à 1860. La bataille de Magenta, livrée le 4 juin 1859 pendant la campagne d'Italie, se termine par une victoire franco-sarde conduite par Napoléon III. Et la bataille de Solferino a lieu le 24 juin 1859 durant la campagne d'Italie. Elle s'est déroulée en Lombardie, dans la province de Mantoue. Il s'agit d'une victoire des armées françaises de Napoléon III et sardes
sur l'armée autrichienne de l'empereur François-Joseph. Alors, pourquoi évoquer les victoires de Magenta et de Solferino? Simplement parce que la victoire de Magenta a chassé les Autrichiens de Lombardie, celle de Solferino inaugure la conquête de la Vénétie. Mais brusquement, après toutes ces victoires, Napoléon III offre la paix à François-Joseph, empereur d'Autriche. C'est l'armistice de Villafranca, le 11 juillet 1859. Alors cela est dû à sûrement plusieurs causes que je vais vous énumérer. L'armée militaire française est très durement touchée, en morts et en blessés, d'une part. D'autre part, Napoléon était effrayé par le mouvement révolutionnaire qui envahissait l'Italie et qui avait déjà gagné les États pontificaux. Et de plus, les victoires de Magenta et de Solferino avaient renouvelé en Prusse les méfiances de 1840 contre la France, et la Prusse militarisait le Rhin. Or, Napoléon III ne pouvait pas agir sur deux fronts simultanément. Suite à cette première campagne d'Italie, le territoire de l'Italie moderne que nous connaissons tous est quasiment complet. La tâche que Napoléon laissait en suspens fut reprise par les patriotes eux-mêmes. Avec son assentiment, ils balayèrent les stipulations de Villafranca. Quelques mois suffirent pour que la plus grande partie de la péninsule soit annexée au royaume de Sardaigne. La question de l'Italie centrale fut réglée la première. Dès le début de la guerre, les patriotes de la Société nationale s'étaient rendus maîtres de la Toscane, de Modène, de Parme et même de la Romagne pontificale. Puis, des assemblées constituantes, élues dans ces pays, votèrent l'union au royaume de Sardes, en août-septembre 1859. Napoléon accepta l'union, monnayant cession à la France de la Savoie et de Nice. De part et d'autre, les populations consultées par plébiscite acceptèrent ces décisions. 5 mois plus tard, le royaume de Naples, les provinces pontificales des Marches et de l'Ombrie se donnaient à leur tour. En avril 1860, une insurrection éclate en Sicile contre le roi François II de la lignée des Bourbons. Pour secourir les insurgés, Garibaldi organisa Gênes, avec la complicité de Cavour, un corps armé d'1 millier de volontaires. Les 1000, appelés aussi les chemises rouges à cause de leur uniforme. Ils débarquent à Marsala, occupent la Sicile, puis abordent en Calabre. La foule s'est jointe à eux partout où ils allaient. Et déjà Garibaldi parlait d'établir la République à Naples, puis d'occuper Rome et la Vénétie. Alors, malheureusement, les succès de Garibaldi épouvantèrent Cavour, parce que Garibaldi, lui, comptait établir la République. Or, Cavour était ministre de Victor Emmanuel II, duc de Savoie, et comptait bien faire de Victor Emmanuel II, duc de Savoie, le roi de l'Italie. L'Italie du Sud allait être républicaine au profit de Mazzini. Cavour conçut alors un plan d'une extraordinaire audace. Traverser les provinces pontificales, démarche de l'Ombrie et entrer dans le royaume de Naples pour détourner sur Victor Emmanuel l'enthousiasme que les populations témoignent à Garibaldi. Alors, petite ouverture, la description que donne l'écrivain suisse Dunant de la bataille de Solferino produisit une telle émotion dans le monde civilisé qu'elle contribua à la formation des sociétés de la Croix-Rouge pour les secours aux blessés en 1864. Ce dernier improvise des secours avec le concours des populations civiles locales. L'aide humaniste apportée aux soldats des deux camps sans discrimination est l'acte fondateur de la Croix-Rouge. Alors, l'Italie est presque complètement unifiée. Il ne manque que Rome, défendue par Napoléon III. Napoléon III qui avait besoin pour rester au pouvoir du soutien des catholiques français. Or, laisser tomber Rome, la ville du pape, aux mains des Italiens, aurait largement contrarié la population catholique française. Et donc, Napoléon se met à défendre Rome. En 1861, l'unité italienne est terminée à l'exception de Rome. Victor Emmanuel II
de Savoie, devient Victor Emmanuel Ier roi d'Italie et s'installe à Florence, en faisant sa capitale. Après avoir aidé les Italiens, Napoléon III s'oppose donc à la prise de Rome et défend le pape. Napoléon III n'abandonne Rome qu'en 1870, lors de la guerre franco-prussienne, lorsqu'il aura besoin de la totalité de ses troupes pour contrer les attaques de la Prusse. En 1871, Victor Emmanuel fait donc de Rome la capitale de l'Italie grâce à la défaite et à la capture de Napoléon III. Après Turin en 1861, puis Florence en 1865 et Rome en juin 1871, l'Italie sera passée par 3 capitales différentes. C'est assez paradoxal de se dire que le début de l'unité italienne a été facilité par Napoléon III, mais la même unité a été retardée par Napoléon III et elle ne fut permise que par sa chute. Quel a été le bénéfice de la France dans cette unité italienne? Parce c'est quand même important de le dire. Le bénéfice de la France d'être intervenue est d'avoir récupéré Nice et la Savoie, que d'ailleurs Mussolini occupe en 1940 jusqu'en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il considère ces deux territoires comme des territoires italiens. Alors, pour conclure, le mouvement national avait échoué de 1848 à 1849. Il réussit de 1859 à 1860 grâce au génie de Cavour, à l'appui militaire et diplomatique de Napoléon III, et enfin à l'élan spontané de la population italienne. Le royaume de Piémont-Sardaigne se transforme en royaume d'Italie, en 1861, par l'annexion de la Lombardie, après la victoire de Solferino, 1859, de l'Italie centrale, après la cession de Nice et de la Savoie à la France, printemps 1860, enfin de l'Italie méridionale, après l'aventureuse expédition de Garibaldi en fin 1860. La Vénétie fut acquise en 1866 grâce à l'alliance prussienne et à la médiation française. La question romaine troubla fortement les rapports de la France à l'Italie. Les Italiens ne purent occuper Rome, septembre 1870, qu'après la chute du Second Empire, alors disparu pour plus d'un demi-siècle le pouvoir temporel de la papauté, jusqu'à ce que soit recréé, symboliquement on pourrait dire, l'État du Vatican, qui accorde une autorité politique au pape, et pas simplement spirituelle. Voilà, j'espère que cet exposé vous aura plu et que ce fut assez instructif puisque c'est quand même censé remplacer un cours. Au revoir.